Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me confirmer rapidement que vous m'entendez bien via le chat sur votre droite, s'il vous plaît? A priori, donc ça fonctionne bien. Merci à tous. Merci beaucoup de vous être inscrits à ce webinaire proposé par Orange Cyberdéfense sur les 10 réflexes cyber à adopter en cette période de crise Covid-19. Nicolas Arpagian donc, sera l'animateur de ce webinaire. Il est donc directeur de la stratégie et des affaires publiques chez Orange Cyberdéfense. Il vous proposera pendant 30 minutes les bons gestes à mettre en place au sein de votre entreprise. À l'issue de cette présentation, vous pourrez bénéficier d'une quinzaine de minutes pour poser toutes vos questions à Nicolas. Un chat est ouvert pendant la durée du webinaire. En cas de problème technique ou de dysfonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter via cet outil pour que nous puissions résoudre ces problèmes techniques. Vous avez également des documents qui sont à votre disposition en téléchargement, donc la présentation de ce webinaire, une infographie et le livre blanc qui a été produit par nos équipes pour faire ce webinaire. N'hésitez pas, ils sont à votre disposition. Enfin, vous avez également accès à un sondage pour vous donner vos impressions. N'hésitez pas également à le faire. Je vous remercie encore tous pour votre participation et je vous souhaite un très bon webinaire et vous laisse entre les mains de Nicolas Arpagian pour donc ce webinaire sur les bons gestes à adopter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Anne pour cette introduction. Donc effectivement, on a un sujet qui nous préoccupe tous et que nous vivons au quotidien. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que il y a une facette liée à la sécurité des systèmes d'information. Et donc, on souhaite pouvoir vous éclairer à partir de notre pratique de la cybersécurité et surtout de l'observation que nous avons chez nos clients, entreprises, administrations, collectivités, et d'une part également en France, bien sûr, mais à l'échelle internationale pour essayer d'avoir cette analyse du phénomène à l'échelle justement numérique. Alors, nous avons fait en sorte de réunir un certain nombre d'outils qui sont propres à Orange Cyberdéfense, effectivement, des outils d'observation, d'analyse, qui vont nous permettre d'avoir cette compréhension assez fine du phénomène. La première élément à garder à l'esprit, c'est le fait que effectivement cette pandémie qui nous vise tous est un phénomène sans précédent, c'est-à-dire que effectivement on a qui est diffus, qui est soudain et qui est surtout inconnu. C'est-à-dire que on va avoir un vrai appétit d'information de la part de tout un chacun pour essayer de comprendre, essayer de se débrouiller. Alors soit sur cette problématique sanitaire, soit également pour s'organiser son travail, continuer son activité, si effectivement l'entreprise, l'employeur n'a pas fourni une palette d'outils directement opérationnels. Et donc on a à la fois une fragilisation liée au contexte économique, au contexte technologique et au contexte sanitaire. Donc ce qui fait que c'est un amplificateur de crise qui est effectivement sans précédent par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Alors, le principe de cette pandémie, vous le vivez pour, j'imagine, l'essentiel d'entre vous, c'est la problématique du confinement, c'est-à-dire que on va déplacer la zone d'activité de chacun qui était à la limite dans la partie confortable, c'est-à-dire à son bureau, un endroit où les usages numériques, aussi bien dans leur consommation que dans leur protection, étaient confiés directement à l'entreprise. La seule chose, c'est qu'on se retrouve là dans une population qui est maintenant en tout cas contrainte de gérer ce confinement et donc effectivement jusqu'à, dit-on, un tiers de la population mondiale. Donc vous voyez bien la soudaineté et l'intensité de cette activité. La seule chose, c'est que vous l'avez appris avec le confinement, lorsque on a appris globalement le jeudi pour qu'on devait mettre en place des solutions de confinement à partir du lundi matin, et donc ça se joue en quelques heures, et des entreprises, des organisations qui n'avaient pas conçu, et c'est là où on va le voir, qu'il y a différentes dimensions, la dimension
technique, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient les ordinateurs, est-ce qu'ils avaient les moyens de se connecter, la dimension managériale, comment est-ce qu'on fait pour travailler opérationnellement dans un contexte distant, et le fait qu'il va falloir improviser avec des outils qui sont à la fois personnels et professionnels. Et donc, vous voyez que on va être dans un univers qui va être très complexe parce que il y aura une relative autonomie de chaque utilisateur qui va se trouver confronté au travail à distance, au fait d'organiser son activité et également d'être décisionnaire dans le choix de solutions pour éventuellement échanger avec ses collègues, avoir des conversations vidéo ou partager des documents volumineux. Donc ça crée un contexte particulier. Ce que nous avons effectivement, constaté, c'est que les pirates, et ça c'est propre à toute activité de crise désormais depuis plusieurs années, à chaque fois qu'une crise humaine, c'est-à-dire environnementale, éventuellement politique dans le cas des attentats, un événement climatique tragique survient, on pense à notamment éventuellement des tsunamis, ouragans et autres, on a systématiquement l'émergence d'une activité cybercriminelle qui, de manière très opportuniste, va venir se positionner sur ces sujets. Alors évidemment, dans le cas de la pandémie, on est dans un environnement encore plus favorable, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que chacun va se retrouver à son domicile et donc moins en position de bénéficier des informations de ses collègues, de l'assistance de ses collègues, ou même d'un simple partage d'informations du voisin de bureau qui s'interroge sur la réception d'un mail ou sur le choix d'un service pour éventuellement, par exemple, faire de la visioconférence ou échanger des fichiers volumineux. Et effectivement, cette réorganisation forcée devient un élément de fragilisation. Et dernier point, effectivement, on va faire appuyer la continuité de l'entreprise ou de l'administration justement sur l'informatique, souvent l'équipement, mais également la connexion des particuliers. Et donc à ce moment-là, ça crée d'autant de points de faiblesse potentiels qui viennent miner en quelque sorte la cohérence, la cohésion de la cybersécurité de l'entreprise. En fait, effectivement, la thématique du Covid est quelque chose de très attractif pour des pirates. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet complexe. C'est un sujet sur lequel il y a, et vous le voyez dans l'actualité au quotidien, des discussions sur la teneur de l'infection, ses conséquences, ses moyens de s'en protéger, la capacité de débattre des comportements à avoir et des bonnes pratiques. Et donc effectivement, c'est un terreau favorable. Pourquoi ? Parce on l'a vu assez vite avec des faux sites internet invoquant l'intitulé de l'Organisation mondiale de la santé, mais jusque par exemple dossier en Allemagne il y a quelques jours, ou même le site d'aide aux entreprises face au Covid-19 dans un état de Rhénanie du Nord, Westphalie, c'est le site entier qui a été dupliqué par les pirates et en fait qui ainsi ont pu collecter auprès des entreprises toutes leurs coordonnées de manière à solliciter des aides que l'État de Rhénanie du Nord proposait. Et donc, c'est toute une industrie qui a pu être ainsi siphonnée. On est sur plusieurs centaines de plaintes et avec des pertes par entreprise qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros. Pourquoi ? Parce que les pirates ont trompé les internautes en collectant leurs données et en sollicitant en leur nom les aides gouvernementales. Donc on voit que c'est les gens qui vont chercher de l'information, pareil pour les attestations gouvernementales ou pour des informations médicales, cette quête d'information où chacun est face à son ordinateur pour se renseigner est un élément une porte d'entrée pour les pirates. Effectivement, une de nos activités est toujours de surveiller la création de noms de domaine, d'applications.
Et effectivement, on a, alors c'est assez cohérent parce que le Covid-19 ne faisait pas partie de notre imaginaire, de notre patrimoine commun jusqu'à présent, donc c'est normal. Simplement, on voit bien que le fait que d'avoir des noms de domaine liés au Covid-19 vont faire que c'est autant d'activités qui pourront attirer des internautes sans garantie de l'intégrité, effectivement, et de la sincérité des informations. On a vu également le nombre de courriers frauduleux transmis par nos clients a connu une vraie progression. Alors c'est par vague. À la fois, ce phénomène s'explique avec deux caractéristiques. Le premier, c'est qu'au fur et à mesure, les pirates ont utilisé le terme, la solution et la thématique du Covid pour essayer de rentrer en contact avec les internautes et de manière à susciter soit de cliquer sur un lien ou un téléchargement de documents, mais également, et on voit que ce chiffre évolue. Pourquoi ? Parce qu'on voit que également les systèmes de messagerie, Google a annoncé que effectivement le volume par jour de messages de malware ou de phishing bloqués était de 18 millions de messages liés au Covid qui étaient bloqués par Google. On voit également donc ces variations s'expliquent aussi s'explique aussi par le fait que également les systèmes les entreprises du type de Google jouent également un rôle dans la régulation de ces spams ou de ces messages malveillants contenant ou liés au Covid, et également jouent un rôle de régulation, ce qui explique ces variations. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un territoire d'expression pour les pirates. Également, j'évoquais les informations gouvernementales. C'est vrai que lorsque des sites institutionnels se sont créés ou des sites pour apporter une information publique, là vous voyez à l'écran un site qui sert d'habitude à mesurer l'évolution du nombre de personnes infectées, de manière à avoir une espèce de tableau de bord. Les gens qui vont aller sur ce type de site, effectivement, vont être motivés par la quête d'information et donc vont pas se préoccuper de l'intégrité, de la sincérité du site. Et on va s'apercevoir que tout ce qui va être site d'information va être potentiellement une source. Et donc ça plaide à nouveau sur le fait d'avoir une recherche de la réalité et de l'authenticité des sites en allant sur les sites officiels et éviter de cliquer sur les premiers liens qui montent dans les résultats de recherche des moteurs. Pourquoi ? Parce que effectivement le pirate par opportunisme peut avoir choisi ce vecteur d'infection. Donc la quête d'information est un élément de fragilisation. On a un véritable opportunisme de la part des pirates qui vont adapter, qui vont personnaliser un certain nombre de logiciels malveillants anciens, existants, pour justement profiter des circonstances du coronavirus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez courant, effectivement à l'occasion des crises de grande ampleur. C'est qu'effectivement il y a une vraie volonté de surfer sur les événements d'actualité, et donc c'est quelque chose qui maintenant doit alerter les personnes qui sont en charge de la cybersécurité. Effectivement, on va avoir des logiciels qui vont utiliser la thématique, des logiciels malveillants qui vont utiliser la thématique de manière à susciter l'intérêt de leur destinataire. Les applications mobiles, nous développons depuis plusieurs années une surveillance systématique des boutiques et des stores, et c'est vrai que souvent les gens se disent si c'est la Google Store, si c'est la Store Apple pour télécharger les applications, c'est donc qu'elles ont forcément été validées, éprouvées, authentifiées. Bon, c'est pas toujours le cas, et donc c'est vrai que l'application est un vecteur d'infection qui est très favorable aux pirates. Pourquoi ? Parce que quand la personne cherche une application, elle est en général dans une relative urgence, c'est-à-dire qu'elle cherche à l'utiliser, elle veut pouvoir bénéficier de ses fonctionnalités assez rapidement, et donc elle va cliquer dès lors qu'on va lui demander des autorisations pour accéder à des données de son téléphone, accéder éventuellement à la géolocalisation, accéder à des carnets d'adresses. En général, les gens sont plutôt enclins à cliquer oui, parce que sinon ils voient qu'ils ne pourraient pas accéder à l'application recherchée. Et donc c'est vrai que ce terrain des applications mobiles est particulièrement favorable aux pirates, surtout dans une période où on cherche absolument à se doter de telle ou telle application. Et on voit que c'est également un sujet. Le fait que les équipements domestiques
soit fragilisé. C'est vrai aussi qu'il a fallu, on l'a vu notamment avec des Wi-Fi qui n'étaient pas sécurisés, c'est effectivement un élément où chacun se trouve avec la responsabilité ou en tout cas la possible mise en cause de son informatique personnelle, de son informatique domestique. Et donc on a effectivement on a documenté un certain nombre d'attaques sur les équipements personnels parce que effectivement ça devient le nouvel environnement de travail. Alors, vous avez peut-être suivi dans l'actualité un certain nombre de communications de la part de communautés de pirates, d'attaquants qui ont signé, enfin en tout cas ont communiqué sur un espèce de pacte de non-agression, considérant que la période était particulière et qu'elle se refusait à attaquer les institutions de santé, les centres hospitaliers. Bon, alors très sincèrement, cette communication existe. On l'a vu sur des réseaux sociaux, on l'a vu sur des forums. Simplement, bon, pourquoi pas. La seule chose, c'est que vous voyez bien qu'on ne peut pas considérer la communauté des attaquants comme étant un ensemble homogène, harmonisé, hiérarchisé, où une consigne serait donnée. Que certains d'entre eux considèrent qu'effectivement ils sont d'habitude plutôt enclins à avoir des attaques crapuleuses à des finalités financières. Et que effectivement ça ne signifie pas qu'au contraire, et on l'a vu nous et on l'a constaté, que des attaques étaient suspendues concernant des centres hospitaliers. Nous on voit bien qu'effectivement même sur le simple territoire français des attaques ont persisté et donc ce type de message est intéressant de voir qu'il y a une communauté qui est à même de réagir. Il n'empêche que ça ne peut pas constituer un sauf-conduit en considérant que la menace n'existe pas. Et effectivement, la question de la menace dans ce domaine numérique, alors on parle éventuellement sur les prises de contrôle d'équipements informatiques, sur la paralysie de systèmes, mais également on a un vrai sujet sur la diffusion de fausses nouvelles. C'est-à-dire que effectivement les gens cherchant à se renseigner, ça vraiment fait partie également des éléments de fragilisation des organisations, d'avoir cette mise à disposition de fausses nouvelles. C'est vraiment une des deux composantes avec la cybersécurité qui peut affecter la durabilité et la continuité d'activité. On a également le fait d'avoir cette préoccupation concernant les fausses nouvelles. Alors évidemment concernant l'origine éventuellement de l'origine de l'infection, ses modalités, ses impacts, les mesures contre-mesures sanitaires prises par telle ou telle autorité, mais on voit en tout cas que cette dimension de fausses nouvelles est une approche extrêmement importante dans ce contexte sanitaire. Effectivement, on va avoir également une activité criminelle, j'allais dire conventionnel, c'est-à-dire que effectivement on va surfer sur des produits qui sont recherchés donc pour essayer d'attirer des consommateurs avec des faux sites marchands concernant des produits effectivement ou pour utiliser l'intérêt de la population pour les thématiques des masques, des blouses ou enfin de tout élément de protection. Et donc on voit bien qu'il y a un vrai opportunisme de la part des pirates. Donc là on est dans un affrontement plutôt informationnel, mais qui fait partie des éléments de fragilisation.